Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Bazoum Mohamed, va entreprendre une visite de travail dans la région de Difa à partir de demain samedi. Inch'Allah, sur place, les autorités et les populations fondent sur cette visite qui s'inscrit dans le programme Paix et développement des zones affectées par le terrorisme et l'insécurité. Le compte rendu des préparatifs de cette visite du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Cheikh Guissou. La capitale du manga, Difa, se prépare activement à accueillir pour la troisième fois consécutive en une seule année le chef de l'État Mohamed Bazoum. Ce dernier porteur de messages de paix et de développement à l'endroit de la population de cette partie du pays durement éprouvée par les exactions barbares et terroristes de Boko Haram est vivement attendu aussi bien par la population que les autorités régionales. Cette visite nous honore à plus d'un titre parce que l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour assurer la paix et la sécurité dans la sous-région en général et dans notre pays en particulier n'est plus à démontrer. La visite du président de la République nous renforce davantage dans notre capacité de résilience et son intention personnelle à l'égard de la population de la région de Difa. La population vraiment va sortir très massivement, comme à l'accoutumée, pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et d'ores et déjà, nous avons donné le ton. Tout le monde est en train de se diriger vers la capitale du manga pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes réconfortés, nous, en tant que population de la région de Difa, pour un chef d'État qui se soucie de cette population. Donc nous en sommes vraiment reconnaissants et que nous souhaitons vraiment la bienvenue. Le président Mohamed Bazoum, vraiment, c'est un président exemplaire. Vraiment, ça fait longtemps qu'on attend ce retour de Difa là. Vraiment, c'est un président qui a une seule parole. Depuis son investissement jusqu'à aujourd'hui, là, vraiment, on a vu un très grand changement ici à Difa. Vraiment, il est aimé par la société. En général, le Nigérian, si je peux le dire. Vraiment, il est très généreux, il est dynamique. Il a une seule parole. Et puis il tient à sa parole. Cette visite de 48 heures du Père de la Nation constitue une lueur d'espoir pour la population qui y fonde beaucoup d'espoir. Nous fondons un grand espoir, en tout cas à l'occasion de la visite du Monsieur le Président de la République, parce que nous avons beaucoup de choses, particulièrement les problèmes de sécurité qui essaient la région. C'est surtout ça, en tout cas, qui est aujourd'hui dans la région de Difa. Et nous allons fonder vraiment grand espoir. Nous savons que lors de sa visite, il y aura vraiment des annonces qu'il va faire, en tout cas au profit de la population et pour réconforter cette population. Parce que si le problème de sécurité est résolu dans la région de Difa, en tout cas Difa, elle seule même fait se développer parce que nous avons beaucoup de potentialités de développement pour l'économie de la région. Le couvre-feu qui existe à Difa, là, vraiment nous a fait un bon travail. Parce que depuis qu'il a tenu une promesse, là, elle a assumé à ça. Vraiment, même le couvre-feu là maintenant, ils ont un peu réussi à augmenter jusqu'à de 20h à 23h. Vraiment, la population est très contente de ça. Nous souhaitons que ça soit dégagé complètement. Cette énième visite du président de la République aux côtés des populations des zones affectées par les actes du terrorisme prouve à suffisance le souci constant du magistrat suprême pour le mieux-être des filles et fils du Niger. Un épanouissement dont la paix constitue le sel d'agir. Retour à Niamey, l'espace Soleil d'Afrique a servi de cadre à un atelier de présentation et de validation de l'étude sur l'esclavage au Niger. Une étude menée par l'association Timidria. Le compte rendu avec Ariette Salah. La présente rencontre qui a pour objet la présentation et la validation de l'étude sur le thème « Témoignages, manifestations et causes de l'esclavage au Niger » a réuni les participants venus du Mali, du Tchad, du Burkina Faso et des autres régions du Niger. Une étude menée par l'association Timidria dans le cadre du projet Leslen, Legs de l'esclavage au Niger, en collaboration avec l'Université de Birmingham et le Collège universitaire de Londres. Cette étude politiquement importante est basée sur des acquis de l'Esland 1
répond à la demande officielle de l'ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage en 2014. Dans son rapport, Mme Urmila Boula a demandé au Niger de développer une étude nationale sur les causes et conséquences de la persistance de l'esclavage au Niger. La recherche menée à travers l'Excellent 1 et l'expérience à long terme de Timoudria dans ces domaines ont permis la base de données pour cette étude nationale. Le représentant du ministère de la Justice a dans son adresse décliné l'objet de cette étude. La rencontre d'aujourd'hui a pour objet la présentation et la validation de l'étude sur le thème « Témoignages, manifestations et causes de l'esclavage au Niger ». Il s'agit d'une étude menée par Timidria dans le cadre du projet Legs de l'esclavage au Niger, en abrégé l'ESLAND, en collaboration avec l'Université de Birmingham et le Collège universitaire de Londres. La présente étude a été diligentée ensemble et de concert avec le ministère de la Justice. Pour ce faire, le ministère avait accepté en 2019 de confier la réalisation de l'étude à l'association Timidria, dont l'expertise en la matière ne fait l'ombre d'aucun doute. Après avoir sillonné des mois durant les différentes contrées de notre pays où sévit le phénomène de l'esclavage, les enquêteurs vont nous livrer aujourd'hui les conclusions de leurs recherches quant à la réalité, à l'ampleur et aux différentes manifestations du phénomène de l'esclavage au Niger. L'objectif spécifique du projet Leslen est de changer la façon dont l'esclavage et la propriété d'esclaves sont imaginés, de mettre fin à la stigmatisation dirigée contre les descendants d'esclavage et d'engager un dialogue public sur l'esclavage sans précédent au Niger. La suite de cette édition d'information avec cette cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'Université Entente Internationale, c'était le mercredi dernier au Palais Congrès de Niamey. Ce sont les étudiants de la 5e promotion qui ont reçu leur diplôme. La cérémonie a été parrainée par l'ancien ministre professeur Ahmed Nouhou et qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les temps forts de cette cérémonie avec Hassan Saleh Moustapha. Ils sont une centaine d'étudiants en fin de formation en licence et en master à recevoir leur parchemin qui leur ouvre la porte de la vie professionnelle. Cette cérémonie est d'une grande importance pour les récipiendaires de la 5e promotion, mais aussi pour les responsables de l'Université Entente Internationale. Le secrétaire général de cette université saisit l'occasion pour d'abord remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et puis pour présenter l'Université Entente Internationale, une université de formation d'enseignement supérieur franco-arabe professionnel et technique. L'Université Entente Internationale assure la formation initiale continue et à distance et prépare ses étudiants dans le système LM2 en L1, licence 1, L2, L3, M1, M2 et doctorat. Nos salles sont toutes climatisées, dotées de caméras avec des tables bancs individuels et modernes. Nous acceptons de faire tous les sacrifices au nom de la vérité du savoir, quel que soit le temps et le coût que cela va nous coûter. C'est dans ce cadre que notre université s'est fixée dès au départ comme mission l'enseignement, la formation, la recherche et le service à la société. Cette cérémonie qui a enregistré un parterre d'invités a été parrainée par l'ancien ministre nigérien professeur Amadou Nouhou qui a tenu à féliciter les récipiendaires avant de leur prodiguer quelques conseils. Je voudrais particulièrement les féliciter et leur dire par cas. Ils sont arrivés à un moment très important de leur vie. Le savoir est la chose la plus importante à chercher dans la vie pour réussir. Une fois le savoir acquis, vous pouvez avoir le pouvoir et la richesse que l'homme cherche désespérément. À ce stade, vous avez le choix de chercher un emploi ou de continuer à étudier pour avoir des masters ou des doctorats. Tout choix que vous serez est valable qu'Allah vous guide. Comme le dit Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, les jeunes doivent se consacrer à la quête du savoir et à l'application de ce qu'ils ont appris.
Quant au secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a dans son intervention réaffirmé la volonté du ministère de soutenir l'enseignement supérieur privé nigérien en général et l'université Entente internationale en particulier. Une cérémonie très importante d'abord pour les récipiendaires pour qui c'est une consécration dans une étape de leur vie, importante pour l'institution universitaire qui a le sentiment du devoir accompli, importante aussi pour le monde scientifique et pour les parents qui ont devant eux un résultat palpable. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va toujours accompagner les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés. Cette université Entente internationale doit donc s'assurer que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est avec elle et il va l'accompagner. Les responsables du comité exécutif des étudiants de cette université et certains partenaires présents à cette cérémonie ont tous pris la parole pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude pour tout ce qui est en train d'être fait pour améliorer la qualité de la formation à l'université Entente internationale qui a ouvert ses portes le 4 octobre 2017. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, suit avec un grand intérêt la mise en œuvre de la loi minière de notre pays. À cet effet, plusieurs propositions ont été faites par le ROTAB. Explication dans cet extrait avec M. Boubacar Iliassou, il est chargé de projet du ROTAB. On l'écoute dans un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. L'exploitation minière cause énormément de dommages à notre environnement. C'est une exploitation qui dégrade l'air, qui dégrade le sol, qui dégrade aussi la question de l'eau, puisqu'il utilise non seulement de l'eau, mais aussi il y a des contaminations souvent, que ce soit de l'eau des nappes, tout comme de l'eau de surface, qui sont souvent l'objet de pollution. Vous prenez par exemple l'or où on utilise des cyanures, où on utilise du mercure, quand ça se déverse, vous savez les conséquences que cela a sur la vie des êtres humains. Donc dans ce volet aussi, nous avons fait des propositions allant dans le sens non seulement de mieux protéger l'environnement dans le cadre de l'exploitation, mais aussi qu'il puisse avoir un fonds de réhabilitation de la mine après avoir donc fini l'exploitation, en nous inspirant des autres pays. Et nous avons, en proposant ces fonds-là, nous avons proposé que ce soit mis dans un compte, que ce soit dans un fonds séquestre où on n'a pas la possibilité de les prendre faire autre chose, à l'image d'une expérience d'un pays voisin, en l'occurrence le Tchad, où ils ont créé le fonds pour les générations futures. À un moment, le défunt président de Vie a dit il faut que les générations actuelles existent pour qu'on parle des générations futures, et il a pris cet argent-là pour faire la guerre avec. Donc nous souhaiterons protéger le peuple nigérien à travers une telle proposition en vue de pouvoir sécuriser ces fonds-là qui ne vont servir exclusivement qu'à la réhabilitation des sites d'exploitation minière. Rendez-vous en partie magazine de ce journal pour suivre l'intégralité de cette sortie du ROTAB. L'ONG Femmes, Action et Développement FAD a organisé cet après-midi la première édition de l'univers des femmes inspirantes. Un espace d'échange, de donner et de recevoir entre femmes et jeunes filles. C'était en présence de notre reporter Nafissa Zaou. Astuces pour réussir une carrière internationale sur le thème de ce premier numéro de l'univers des femmes inspirantes organisé par l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, en vue d'éveiller le potentiel des femmes et des jeunes filles nigériennes. En effet, cette initiative démarrée en 2020 constitue un cadre de partage d'expériences intergénérationnelles visant à orienter les plus jeunes sur des thématiques bien précises en lien avec les profils de leadership aussi inspirants. L'univers des femmes inspirantes est partie d'une initiative qui était née depuis 2020. Dans le cadre du processus électoral. On a fait organiser 12 univers qui a consisté à recevoir
12 grands leaders politiques qui sont reconnus sur la scène politique, qui ont des postes de responsabilité, qui sont à la tête des partis politiques, pour venir partager leur expérience avec les plus jeunes ou avec celles qui ont l'ambition de se porter candidate aux élections. Avec les 12 univers, on est arrivé à une évaluation qui ressort une satisfaction sur la base, en tout cas, des indicateurs qu'on avait renseignés. L'engouement des femmes à se rencontrer, à créer un cadre, un espace sûr pour échanger sur leurs préoccupations politiques. On était interpellés après les élections. Pourquoi vous avez arrêté l'initiative? On est revenu en groupe et puis on a dit, vu que les jeunes ont soif d'apprendre, d'avoir des nouvelles femmes leaders inspirantes pour s'inspirer de leur parcours. Au-delà de la politique, il y a aussi l'aspect de la vie associative, entrepreneuriat aussi qu'il faut prendre en compte. Pourquoi ne pas parler de femmes leaders inspirantes? Ces femmes-là qu'on ne voit jamais. La guest speaker de cette première édition de l'univers des femmes inspirantes, Dr Ania Planche, représentante de l'OMS au Niger, a salué cette initiative de l'ONG FAD qui est un espace d'échange et de partage d'expériences. Je pense que toutes les catégories sont là, c'est des femmes qui ont un grand profil et franchement j'ai beaucoup appris. C'est vrai que j'ai partagé mon parcours, mais avec les questions qui ont été posées, les échanges qu'il y a eu, moi aussi j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup d'elles et je voudrais vraiment remercier Madame la directrice exécutive de m'avoir donné cette opportunité. J'ai passé une après-midi merveilleuse, d'échanger avec toutes ces femmes, ces merveilleuses femmes qui sont là et vraiment je suis ravie de repartir aujourd'hui revigorée et avec plein de nouvelles expériences dans ma gibecière. C'est par les questions des femmes leaders et des jeunes filles et la remise d'un cadeau à l'invité du jour qu'a pris fin ce premier rendez-vous de l'univers des femmes inspirantes. Du sport, l'Assemblée générale élective du Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, aura lieu, Inch'Allah, ce dimanche 26 juin à Niamey. Le président sortant, Alhaji Idé Issaka, est candidat à sa propre succession, qui est l'homme, les actes forts réalisés durant son mandat. Élément de réponse dans ce sujet préparé par Yannick Ousmane Keta. Juste après, vous suivrez la partie magazine du point de presse animé par le Rotab. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Kazak Alphaga, médaillé aux Jeux Olympiques. Il n'est un secret pour personne. Depuis sa première élection à la tête du conseil exécutif du Comité olympique et sportif du Niger COSNI, à l'issue d'un scrutin démocratique et transparent en 2014, El Hadji Idé Issaka s'est pleinement investi pour réussir cet immense challenge, celui de redorer le blason du mouvement olympique et de lui redonner toutes ses lettres de noblesse après des décennies d'une gouvernance pas très ambitieuse. Ainsi, il introduira des réformes au sein du conseil exécutif et de toutes les commissions techniques du comité. L'objectif principal a été d'apporter des innovations pour la bonne marche de cette instance fêtière des fédérations sportives nationales. Un homme visionnaire, fin diplomate et très inspiré, le président El Hadji Idé Issaka mettra très vite en marche la machine de la renaissance dans le milieu du sport nigérien. Face aux multiples crises internes à répétition dans plusieurs fédérations sportives nationales, il mettra en place, de concert avec le conseil exécutif de l'époque, un cadre de concertation qui regroupe l'ensemble des responsables de nos dirigeants sportifs. Ce cadre dit de concertation, qui reste original dans la sous-région, a permis depuis sa création de mettre fin à plusieurs tensions et autres malentendus
au sein du mouvement olympique nigérien. Aujourd'hui, il est rare de constater des conflits au sein de ces instances, preuve du retour de la sérénité, de la cohésion et de la paix. Ce cadre de concertation reste également un cadre où la gouvernance reste indiscutablement une vertu cardinale, un élément fondamental et fédérateur pour El Hadji Idi Isaka. Au regard de sa riche et longue expérience, le président du COSNI se place en apôtre de la bonne gouvernance. Cela lui a valu sa réélection sans surprise en 2018, où les délégués fédéraux lui ont renouvelé leur confiance. Grâce au leadership inégalé et à la détermination sans faille du président Idi Isaka, le mouvement olympique nigérien a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. On souffle l'air naturel. L'homme multipliera les initiatives pour un COSNI au service des sportifs nigériens. Plusieurs acquis sont à mettre à l'actif du conseil exécutif du mouvement olympique et de son président El Hadji Idi Isaka. Il faut citer, entre autres, la construction au sein du complexe Isaka Dabouré 6 à Banifandou 1 d'un nouveau bâtiment au profit des fédérations sportives pour résoudre le sempiternel problème de salles et lieux de réunion. Le président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, l'Algérien Moustapha Beraf, en visite à Niamey en novembre, très surpris de constater une telle œuvre, n'a pas manqué de saluer et féliciter les membres du conseil exécutif et son président pour avoir construit un tel joyau. Monsieur Beraf a également tenu à remercier le COSNI et son président pour tous les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour la promotion et le succès du sport nigérien. Les autorités nigériennes de la 7e République sont également reconnaissantes au regard du travail titanesque et porteur que ne cesse de déployer Idi Isaka. Et pour matérialiser cela, il sera élevé par l'ancien président nigérien Issoufou Mamadou au grade de chevalier de l'ordre du mérite sportif du Niger et décoré à la primature par l'ancien Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. C'est la première fois dans l'histoire du sport nigérien qu'un président du COSNI est élevé à ce haut rang par un président de la République. Grâce à sa diplomatie hors pair, il renouera les rapports de partenariat et de confiance entre le COSNI et le ministère de tutelle. Véritable serviteur du sport dans toute sa plénitude, El Hadji Idi Isaka sera décoré en décembre dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara au grade d'officier de l'ordre du mérite de Côte d'Ivoire, mais aussi par l'ACNO et l'ACNOA, les instances mondiales et continentales de l'olympisme, du collier d'or. Grâce à cette confiance au sein du COSNI, Idi Isaka aura celle de tout un continent où il sera élu haut la main comme président de la Confédération africaine de taekwondo et vice-président de la Fédération mondiale de la discipline. Bref, Idi Isaka reste un modèle, une référence, une source d'inspiration. Une chance pour le sport nigérien puisque sous ces 2 mandats, le sport nigérien connaîtra enfin ses heures de gloire. D'abord, le titre de vice-champion olympique et champion du monde remporté par le taekwondoïste Issoufou Abrazak Alfaga au JO de Rio de 2016 et au championnat du monde en 2017. La médaille de bronze remportée au JO de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine par un être taekwondoïste, le relève Marahana Tijani Alou. Ensuite, fait inédit au JO de Tokyo en 2020 pour la première fois de son histoire, là aussi, le Niger alignera 7 qualifiés olympiques dont l'athlète féminin Aminata Seini parvenue aux demi-finales de 200 mètres. D'ailleurs, en ce mois de juin 2022, Aminatou Seini inscrira le nom du Niger sur le panthéon de l'athlétisme mondial, des sacres historiques du jamais vu dans l'athlétisme de notre pays.
de l'or à Ostrava en Tchécoslovaquie sur 200 mètres et au 22e championnat d'Afrique à l'île Maurice, elle réalise un exceptionnel doublé. D'abord l'argent sur 100 mètres et l'or sur 200 mètres. C'est également sous le mandat d'El Hadji Ide Isaka qu'un Nigérien se voit enfin élire comme membre du conseil exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF. Le colonel-major Jibrillahi Mahamidou dit Pelé, président de la FENIFOOT et vice-président du COSNI. Un record exceptionnel. Jamais, oui jamais, un président du COSNI n'a reçu à relever un tel défi. Disons-le tout net, El Hadji Ide Isaka a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Et il faut le lui reconnaître, les résultats sont là, visibles et palpables. Il a complètement redonné un nouveau souffle grâce à sa gouvernance et personne ne peut démentir. Cela, faire preuve de mauvaise foi et certains calculs électoralistes. Gageons que les dirigeants de nos fédérations sportives qui ne sont pas dupes sauront faire preuve de perspicacité et lui renouveler leur confiance le 26 juin prochain. La Fédération nigérienne de taekwondo. Le réseau de l'Organisation pour la transparence et l'analyse budgétaire a eu l'honneur et le privilège d'être reçu par la commission plan qui a la responsabilité d'examiner au fond et en vue d'apporter toutes les précisions et les prendre en compte l'ensemble des préoccupations des citoyens. Nous a écouté en tant que structure qui travaille dans le domaine des industries extractives de vie des animaux. Et nous sommes partis avec des observations. Ces observations sont entre autres, puisque nous avons fait plusieurs, mais nous reviendrons sur certaines que nous avons trouvées très préoccupantes et très saillantes. Nous avons fait des observations d'amendement par rapport à la question de la validation. Les textes actuels disent que le ministre des Mines a la responsabilité de signer à lui seul les conventions. Or, en partant de la logique selon laquelle consacrée par la Constitution, les ressources naturelles des sols et des sous-sols sont la propriété exclusive du peuple nigérien. Alors, si tel est le cas, nous pensons qu'il est nécessaire qu'on puisse prendre un peu de garantie compte tenu de la complexité du domaine des industries extractives, particulièrement les questions de convention où vous avez des grands experts qui viennent et où une virgule peut vous faire perdre des milliards et autres, qu'on puisse, de la même façon que toutes les autres conventions font l'objet de ratification par le Parlement pour qu'elles soient valides, que nous avons aussi fait la proposition que aussi en ce qui concerne les conventions minières qu'ils puissent faire l'objet de ratifications parlementaires. Donc nous avons fait cette proposition au niveau de cette commission pour pouvoir avancer et avoir plus de la transparence et surtout que le Niger a pris l'engagement d'être plus transparent dans le cadre donc, de la gestion des ressources naturelles. C'est consacré par la Constitution. Nous sommes retournés à l'ITIE, donc nous sommes membres de l'ITIE où la transparence est le sujet phare de toute gestion des industries extractives. Et en dehors de ce point, nous avons aussi fait une proposition ou une observation en ce qui concerne le volet environnemental. Vous savez très bien que l'exploitation minière cause énormément de dommages à notre environnement. C'est une exploitation qui dégrade l'air, qui dégrade le sol, qui dégrade aussi la question de l'eau, puisqu'il utilise non seulement de l'eau, mais aussi il y a des contaminations souvent, que ce soit de l'eau des nappes, tout comme de l'eau de surface, qui sont souvent l'objet de pollution. Vous prenez par exemple l'or où on utilise des cyanures, où on utilise du mercure, quand ça se déverse, vous savez les conséquences que cela a sur la vie des êtres humains. Donc dans ce volet aussi, nous avons fait des propositions
allant dans le sens non seulement de mieux protéger l'environnement dans le cadre de l'exploitation, mais aussi qu'ils puissent avoir un fonds de réhabilitation de la mine après avoir donc fini l'exploitation, en nous inspirant des autres pays. Et nous avons, en proposant ces fonds-là, nous avons proposé que ce soit mis dans un compte, que ce soit dans un fonds séquestre où on n'a pas la possibilité de les prendre faire autre chose, à l'image d'une expérience d'un pays voisin, en l'occurrence le Tchad, où ils ont créé le fonds pour les générations futures. À un moment, le défunt président Déby a dit il faut que les générations actuelles existent pour qu'on parle des générations futures, et il a pris cet argent-là pour faire la guerre avec. Donc nous souhaiterons protéger le peuple nigérien à travers une telle proposition en vue de pouvoir sécuriser ces fonds-là qui ne vont servir exclusivement qu'à la réhabilitation des sites d'exploitation minière. Au-delà de cette préoccupation, nous avons aussi abordé une deuxième préoccupation, ou une troisième, c'est celle du contenu local. Donc le contenu local, c'est l'opportunité qui est donnée aux populations, aux citoyens riverains des sites d'avoir la possibilité d'être impliqués à travers, par exemple, l'achat des biens locaux ou la réalisation des services susceptibles d'être faits par les citoyens à la base. Donc pour pouvoir avoir une économie de l'échelle permettant aux citoyens de la zone ou aux populations de la zone de pouvoir bénéficier de la question donc de l'exploitation comment on l'appelle, de l'exploitation des ressources minières dans la zone. On peut faire, par exemple, tout ce qui peut être produit localement, on peut le faire. On a l'exemple au niveau de Cominac et Somaïr avant, ils commandaient par exemple le fût de tonneaux avec lesquels il amphité le Eloké ou l'Iranat qu'il transporte pour arriver. Après, il y avait un Nigérien à qui on a donné la formation requise et qui a commencé et qui produit actuellement et de la même qualité qu'on exportait. Donc, on a aussi fait la proposition que le Parlement puisse regarder cet aspect-là. Là où les Nigériens n'ont pas de compétences, qu'on puisse créer les conditions leur permettant d'avoir la compétence en vue de pouvoir prendre en charge ces volets-là. Et ça fait des ressources et ça crée des emplois pour les Nigériens. Il y a aussi la question de la nigérisation des emplois. Donc la question de nigérisation des emplois, c'est à 3 niveaux. Vous avez le niveau où les manœuvres interviennent, vous avez le niveau moyen et vous avez le niveau supérieur. Et là, nous avons aussi fait des propositions de fourchettes d'années pour que la nigérisation soit effective. Le premier niveau pour les ouvriers, nous avons proposé donc 3 ans. Un délai de 3 ans permettant aux Nigériens de pouvoir avoir la qualification et d'occuper tous les postes de manœuvre. Maintenant, le niveau moyen, on a fait une proposition de 5 ans. On estime que d'ici 5 ans, les Nigériens ont la capacité d'apprendre techniquement à avoir le niveau moyen en vue d'occuper tous les postes aussi du niveau comment on l'appelle, du niveau moyen. Et le niveau supérieur, on a fait, puisque ça prend un peu du temps, on a dit, on a fait la proposition de la fourchette de 8 à 10 ans pour permettre aux Nigériens de pouvoir occuper l'intégralité des postes, puisqu'on a les compétences et la capacité de pouvoir le faire. Et nous savons qu'il y a des entreprises qui pourront avoir le malin plaisir de refuser de respecter donc le processus dans le délai. De ce point de vue, on a proposé qu'il y ait des pénalités. Et les pénalités proposées vont de 10 millions à 5 millions par mois. Pour pouvoir, et là ça va permettre à l'État d'avoir non seulement des revenus, mais aussi les autres, c'est eux qui sont venus chercher de l'argent, c'est cet aspect qu'ils ont peur le plus, qu'on puisse diminuer sur leurs revenus. Donc, et nous avons aussi, après cette question-là, abordé la question de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Et dans le cadre de la gouvernance, la bonne gouvernance dans le secteur extractif, nous avons parlé de l'UTE, mais par-delà l'UTE, nous sommes aussi dans un contexte de régionalisation ou de regroupements régionaux et sous-régionaux. Notamment, j'ai fait allusion à la CEDEAO, j'ai fait allusion à l'IMOA, et il y a ce qu'on appelle aussi la vision minière africaine, donc qui est aussi un autre
mode d'orientation pour la gestion des ressources naturelles, particulièrement les mines. Donc nous avons demandé aux parlementaires de prendre en considération dans le projet ou dans la loi qu'ils auront à voter, donc l'ensemble des préoccupations en lien avec la bonne gouvernance dégagée par la vision minière africaine, dégagée par la directive de la CEDEAO et dégagée par aussi le code minier de l'IMOA. Donc voilà les aspects que nous avons évoqués de ce point de vue. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Nous avons aussi parlé de la question des droits humains. Vous savez que quand on parle d'exploitation, on parle aussi des aspects des violations des droits de l'homme. Un peu plus haut, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la dégradation de l'air, de l'eau et des autres aspects. Donc naturellement, ça veut dire qu'il va avoir très certainement des soucis en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Si l'air est pollué ou l'eau est polluée, vous voyez, dans une large mesure, c'est même le droit à la vie qui est compromis. Or, le droit à la vie est un droit fondamental pour tout être humain. Donc, nous avons aussi fait des propositions dans ce sens-là pour demander à l'État nigérien, pour du moins aux parlementaires, d'intégrer cette dimension respect des droits humains pour qu'on puisse, puisque ça ne sert à rien d'avoir des richesses. Si vous avez des richesses et que vous êtes malade, c'est que vous allez investir toute cette richesse-là pour vous soigner. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, prendre les dispositions pour leur dire, écoutez, vous avez le droit d'exploiter notre richesse, mais vous avez aussi le devoir de respecter les droits humains qui sont une condition sine qua non pour votre activité sur le territoire nigérien. Nous avons fini sur l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, là aussi, nous avons fait des propositions dans ce domaine. Nous avons évoqué une des propositions que nous avons eu à faire. Dans l'ancien code, il y a un taux qui est proposé, qui était de 12%. Cette fois-ci, ce taux-là est revenu à 7,5%. Donc, nous souhaiterons que ce taux, l'ancien taux, soit maintenu. À défaut de le maintenir, au moins que le taux de la CEDEAO soit maintenu, qui parle de 10,5%. À défaut, puisque l'enjeu, c'est quoi? C'est à ce niveau que l'État procède à la rétrocession de 15% aux communes riveraines des sites d'exploitation. Et ces rétrocessions-là permettent aux communes de faire face aux préoccupations des citoyens à la base, notamment la question de l'éducation, la question de la santé, la question de l'agriculture, la question de l'élevage. Donc c'est ce montant-là, c'est cet argent-là que les communes investissent. Et nous savons que avant que cette question de rétrocession ne soit donc engagée, il y a des communes qui ont des difficultés à pouvoir assurer même le salaire de leurs fonctionnaires, à plus forte raison de faire des investissements. Et nous avons vu certaines des communes qui ont reçu les grandes réalisations qu'ils ont eu à faire. Donc, nous avons tout intérêt à gagner, surtout que nous sommes dans une situation d'insécurité. Or, la cause grandiose de l'insécurité, c'est que souvent c'est la pauvreté, c'est le manque de perspectives pour les citoyens. Donc, or, quand il y a cette rétrocession-là, où il y a un montant important pour cette rétrocession, c'est que les citoyens auront donc des services de santé de qualité, une éducation de qualité, et tous les autres aspects vont être traités. Et donc, de ce point de vue, nous avons proposé à ce que ce taux-là soit maintenu. Si l'État le reconduit, ça a le mérite d'avoir plus de ressources. Et l'autre aspect sur lequel nous sommes revenus, on parle des chiffres d'affaires. Donc quand on parle des chiffres, pour nous c'est des numéraires. Ça veut dire que désormais, le gouvernement ne peut plus recevoir en nature donc sa part de ce point de vue. Or, nous savons qu'il peut y avoir des situations où l'État du Niger a besoin d'argent. Il va falloir attendre que les autres vendent pour amener. Tout comme en tant qu'État souverain, on a le droit de choisir avec qui commercer, à qui vendre notre richesse si nous désirons le faire. Donc c'est ça l'avantage que l'ancienne proposition avait. Et c'est ce que nous avons demandé comment on l'appelle, à l'État du Niger de pouvoir ramener.